Bonsoir Jean-Paul Kimonio. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder ce reportage au Rwanda. Au lycée, dans les cours d'histoire, le génocide de 1994 est enseigné. Thaïs Brook nous raconte. À quelques jours des examens nationaux, l'équivalent du bac au Rwanda, les élèves reviennent sur un sujet central du programme d'histoire, le génocide de 1994. Qui peut nous dire qu'est-ce que c'est que le génocide? Le pays pense encore ses plaies. Alors que toute la société a été touchée à divers degrés, l'enseignement du génocide revêt un caractère particulier. Depuis 2016, cette période de l'histoire est devenue une discipline transversale abordée dans tous les autres cours. C'est un sujet très sensible compte tenu de l'histoire de ce pays. C'est la raison pour laquelle cela doit être étudié précisément, avec une attention spéciale lorsque nous abordons l'enseignement du génocide. Alors que les manuels de l'Ancien Régime divisaient, les nouveaux programmes veulent promouvoir l'unité. D'ailleurs, les élèves ne savent plus faire la différence entre Hutu et Tutsi. On ne nous a pas appris ça, mais je pense que nos parents qui ont vécu pendant cette période peuvent toujours savoir qui est qui. Mais c'est une bonne chose qu'ils n'apprennent pas cela à leurs enfants, parce que maintenant, il est impossible de dire si tu es un Tutsi, si tu es un Hutu ou un Twa. Ça veut dire que nous sommes toujours unis, parce qu'on n'a pas enseigné la division à notre génération. La nouvelle génération porte en elle l'espoir de tout un pays. Que la haine de l'autre ne fasse plus partie du vocabulaire des Rwandais. Alors Jean-Paul Kimonio, vous êtes politologue, conseiller spécial de Paul Kagame. 23 ans après, est-ce qu'on peut dire que le génocide des Tutsis structure toujours la société rwandaise pour le meilleur et pour le pire? En partie seulement. Mais justement, le succès de la reconstruction, justement, c'est d'essayer de dépasser le génocide. Même si le génocide reste toujours une toile de fond un petit peu de ce qui se passe au Rwanda, mais largement. Par exemple, vous avez vu ces jeunes gens, pour eux, le génocide, c'est devenu une histoire, complètement une histoire. C'est des choses qu'ils entendent parler, dont ils entendent parler, qu'ils lisent ou qu'ils voient, mais qui ne vivent plus eux-mêmes dans leur chair. En tout cas, la plupart d'entre eux. Est-ce que l'idéologie génocidaire est toujours présente malgré tout? Légèrement, légèrement. Il y a des sondages qui sont faits et il y a mais d'année en année, la prévalence de ceux qui présentent cette idéologie-là diminue légèrement. Un des problèmes que nous avons, c'est qu'à l'extérieur du pays, cette idéologie-là, par contre, est virulente. Et donc, l'extérieur continue aussi un petit peu à alimenter les tensions à l'intérieur du pays. Comment elle se manifeste, cette idéologie? Oh, sur les réseaux sociaux, Facebook, des publications, par différentes façons, oui, mais surtout dans les médias, oui. Le FPR, l'ex-rébellion militaire, est devenu un parti politique. Il contrôle aujourd'hui tous les rouages du pays. Est-ce que le FPR n'est pas devenu un parti-État? Non, ce n'est pas un parti-État, parce qu'il y a le FPR, mais le FPR fait partie d'une coalition. Une coalition avec différents partis. C'est vrai qu'il est dominant, et même très dominant, mais il fait vraiment partie d'une coalition. Et par exemple, le gouvernement, il y a un partage de pouvoir. Donc ses partenaires ont une partie des prérogatives qui reviennent. Il n'y a pas de concentration des pouvoirs par le FPR? Une concentration, elle est quand même partagée jusqu'à un certain point. Elle est présente? Elle est présente, tout à fait, tout à fait. Et cela par la Constitution elle-même. Hein. On a une Constitution qui impose le partage de pouvoir. Ainsi, par exemple, au niveau du gouvernement, on ne peut avoir que 50% de ministres d'un seul parti. Donc, il n'y a que 50% de ministres du FPR. Et les autres ministres sont des ministres des partis d'opposition. Le président de l'Assemblée nationale ne peut pas avoir la même couleur politique que le président de la République. Donc, il y a un réel partage de pouvoir. Est-ce que finalement, le modèle rwandais ne sacrifie pas la démocratie, les libertés publiques sur l'autel du développement? Ça dépend de ce qu'on entend par démocratie. Peut-être que le modèle rwandais, comme vous dites, c'est peut-être une démocratie peut-être plus profonde. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle répond en premier aux besoins fondamentaux de la population. Et les populations semblent satisfaites avec ça. Maintenant, si des gens à l'extérieur ne sont pas satisfaits avec ça, qu'eux préféraient une démocratie électoraliste, comme on le voit dans un certain nombre de pays, et qui pose quelquefois d'énormes problèmes, cette alternative-là, le Rwanda est passé par cette alternative-là. Mais la population a besoin de liberté, non? Ah mais oui, la population est libre.
est libre, totalement libre. Maintenant, au niveau politique, en tant que tel, le jeu politique est très encadré, effectivement. Mais il est encadré par la Constitution. Et c'est une constitution que les Rwandais se sont donnée eux-mêmes. Mais vous savez, hein, quand on a vécu ce qu'on a vécu, on fait un peu attention à ce qu'on fait. On ne laisse pas les choses aller n'importe comment. Et je pense qu'il y a un fort consensus au Rwanda pour que cette situation-là perdure. Même si à l'extérieur, on est l'objet de critiques très virulentes, à l'intérieur du pays, les gens sont plutôt satisfaits. Autre chose aussi, il y a, comme vous avez dit, le développement. Mais ce n'est pas l'un contre l'autre. En fait, le processus politique qu'il y a au Rwanda, avec ces restrictions qui sont légales et constitutionnelles, ce sont elles qui permettent les résultats d'exister. Ce n'est pas développement contre démocratie. Non, c'est une certaine forme de politique qui, elle, permet au contraire maintenant d'avoir des résultats importants. On va revenir justement sur le jeu politique. Le pouvoir est accusé de bafouer la liberté d'expression, de réprimer toute opposition. L'opposante Diane Wirigira est en prison pour incitation à l'insurrection. Je vous propose de l'écouter. Et on réagit tout de suite après. Les seules personnes qu'on entend sont celles qui encensent le régime. Il n'y a rien de mal à complimenter le gouvernement, mais il y a une catégorie de Rwandais qui a besoin d'autres points de vue, besoin de s'exprimer. Donc ce n'est pas parce que je prends le risque de parler qu'il y a la liberté d'expression au Rwanda. Non. Il n'y en a aucune. Pourquoi, quand on s'oppose au pouvoir, cela entraîne systématiquement des ennuis judiciaires, voire l'exil? Il y a des opposants qui sont à l'intérieur du pays, qu'on ne voit pas à la télévision souvent, mais il y a des opposants qui existent à l'intérieur du pays. Une des raisons, je vous ai dit encore, c'est l'ordre constitutionnel qui existe au Rwanda. Et cet ordre constitutionnel-là, effectivement, est le produit des événements que le pays a traversés. Et cet ordre constitutionnel-là, effectivement, est assez serré au plan des libertés publiques. Mais c'est l'ordre constitutionnel que les Rwandais se sont donné et pour lesquels la plupart d'entre eux, en tout cas une très grosse majorité, sont satisfaits avec ça. Et surtout satisfaits par rapport aux résultats que cet ordre constitutionnel leur apporte. Effectivement, on aurait pu faire comme un certain nombre de pays. Je ne veux pas être grossier et peut-être citer des pays de façon particulière, mais vous avez certainement des pays à l'esprit, des pays qui, eux, sont complètement englués dans des débats électoralistes extrêmement violents, extrêmement coûteux au niveau financier et au niveau développemental, mais surtout qui désagrègent les pays. Et qui, finalement, au final, les populations n'ont ni le développement, ni vraiment la liberté. À part une liberté électoraliste, comme je viens de le dire. Maintenant, chaque pays peut faire ce qu'il veut, chaque pays veut faire ce qu'il veut, bien sûr. Mais maintenant, par rapport au Rwanda, je vous dis, même le cas de Lugala est traité à travers les lois et à travers les provisions constitutionnelles. On va parler de la vision du pays. Paul Kagame a estimé à la dernière Assemblée générale de l'ONU que la démocratie à l'occidental ne pouvait pas s'appliquer à tout le monde. Est-ce que la démocratie est à géométrie variable selon les pays ? Mais très certainement, pas à géométrie variable, mais il y a des processus, il y a des phases, il y a des rythmes que les pays doivent adopter selon leur situation propre. Je pense qu'il y a très peu de gens dans le monde qui n'ont pas pour objectif ultime la démocratie. Même les dirigeants chinois ont pour objectif ultime la démocratie, à part peut-être la Corée du Nord et l'Érythrée, mais sinon tous les autres pays du monde voudraient arriver à la démocratie. Mais maintenant, comment on arrive à la démocratie? Est-ce qu'on arrive à la démocratie avec comme point de départ un pays totalement dévasté? Et si on commence à porter un système électoraliste de confrontation qui va ne faire que empirer la division, ou alors on se donne les moyens de réparer les problèmes qui existent et, au bout du compte, faire avancer le pays. Mais vous en faites pas, hein. Je pense qu'au Rwanda aussi, personne ne doute que l'objectif ultime, ou alors l'objectif bientôt, c'est certainement la démocratie comme elle existe n'importe où. Est-ce qu'au nom d'une histoire particulière comme le génocide des Tutsis, on peut prétendre à un relativisme des libertés publiques et de la démocratie? On se donne les moyens pour les fins que l'on veut.
tout simplement. Ce débat-là, très idéologique finalement, c'est un débat idéologique. Le Rwanda essaie de le dépasser ou alors de passer à côté. Le Rwanda a regardé la situation qui était la sienne. D'ailleurs, ça s'est fait de façon très, très participative. Toutes les forces du pays se sont rencontrées, se sont assises pendant une année, en se réunissant tous les dimanches, tous les partis politiques, les partis d'opposition, les syndicats, les différentes forces vives de la nation. Pendant une année, ils sont assis et on essaie d'analyser un petit peu quels étaient les problèmes du pays et quelles solutions apporter au pays. Et c'est à partir de là que les principales caractéristiques du système rwandais sont sorties. Mais c'est un système qui est l'aboutissement d'un processus participatif, d'une part, puis d'autre part aussi, maintenant, il y a eu la Constitution. La Constitution a été votée et elle a été votée largement par les Rwandais. Et à partir de là, les Rwandais ont commencé à travailler. Effectivement, si vous voyez par exemple le processus de reconstruction au Rwanda, le processus de reconstruction au Rwanda prend vraiment sa vitesse de croisière après l'installation de la nouvelle constitution en 2003, avec les restrictions dont on parle. Mais pourquoi on a l'impression aujourd'hui que c'est Paul Kagame qui tient les rênes du pouvoir, que tout est concentré autour de lui? C'est une personnalité dominante, c'est une personnalité pas seulement dominante, je pense aussi, c'est une personnalité aussi qui a beaucoup de charisme et qui a beaucoup d'aura, pas seulement au Rwanda d'ailleurs, hein, à l'extérieur aussi. Et effectivement, il domine très fortement le processus politique. Mais cette domination-là, dont vous parlez, elle a été voulue par les Rwandais. Elle a été voulue par les Rwandais. Il y a aussi une domination économique. Le FPR est le premier employeur privé du pays grâce à un fonds d'investissement, Crystal Venture. Ce fonds a quasiment le monopole sur beaucoup de secteurs du pays. Est-ce que ça ne laisse pas la place à l'initiative personnelle? Écoutez, comment on fait aujourd'hui si on ne fait pas partie du FPR écoutez, là, c'est factuel. Hein. Là, c'est factuel. Ce que vous dites est faux. Il y a des études qui ont été parce que effectivement le FPR a des business, a des entreprises, mais ces entreprises-là ne sont pas les plus importantes du pays, c'est une première chose. Et d'autre part aussi, les entreprises les plus importantes dans lesquelles il était, il s'est progressivement retiré. Il faut comprendre aussi pourquoi le FPR est rentré dans les affaires comme cela. En fait, au lendemain du génocide, il n'y avait rien au Rwanda. Il n'y avait pas d'entrepreneurs, il n'y avait surtout pas d'entrepreneurs d'une certaine envergure. Et le FPR, en voyant cela, a décidé d'établir des entreprises, mais comme des entreprises qui servent de levain. Ils vont dans un secteur, développent ce secteur-là, et ensuite, au bout d'un certain moment, se retirent, en vendant notamment leur part de façon publique. Ça a été le cas, par exemple, de la téléphonie mobile. C'est une compagnie du FPR qui a amené la téléphonie mobile, qui ne serait jamais arrivée au Rwanda autrement. Et mais aussi le cas pour un certain nombre d'autres... Donc le FPR domine bien la vie économique? Non, il ne domine pas. Parce que là, maintenant... à un moment, effectivement, il la dominait, mais là, maintenant, il se retire de plus en plus. Je vous dis, il y a des études qui ont été faites, hein, que ce soit la Banque mondiale, par exemple, qui a sorti un rapport dans lequel elle a fait une étude au niveau des secteurs. Elle a pu montrer que les entreprises du FPR n'étaient pas dominantes de façon indue. Il y a des chercheurs, notamment britanniques, qui ont fait des études assez approfondies sur la question, qui, effectivement, disent que ces entreprises-là ne sont pas dominantes en tant que telles. Et la plupart, aujourd'hui, jouent le jeu de la libre concurrence. Maintenant, elles sont fortes. C'est vrai qu'elles sont fortes. Alors, on va parler d'autre chose. Aujourd'hui, environ 40% du budget du Rwanda vient de l'extérieur. Or, Paul Kagame rejette toute ingérence dans les affaires de son pays. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe? Oui, c'est un paradoxe. D'une part, je vais vous reprendre, ce n'est plus 40%. D'année à année, ça diminue. Aujourd'hui, ça doit être aux environs de 30%. D'accord. Mais il y a 10 ans, c'était 50%. Voilà. Donc il y a 5 ans, c'est peut-être 40%, mais aujourd'hui, c'est 30%. Ça reste quand même important. Ah, c'est important, c'est tout à fait important. Mais on n'en disconvient pas. Hein. Il y a une contradiction à cela. Mais la contradiction, elle est aussi faite de la nécessité. On a besoin de cette aide-là, mais cette aide-là, on l'utilise pour faire en sorte que le plus rapidement possible, on s'en débarrassera. Voilà. Quand ça? Je ne peux pas donner de date actuelle, mais ce que je peux vous dire, c'est que tout en étant tout à fait reconnaissant pour ceux qui donnent cette aide-là, les Rwandais n'aiment pas beaucoup cette aide-là. Merci beaucoup Jean-Paul Kimonyo d'avoir accepté notre invitation. Votre ouvrage « Rwanda demain, une longue marche vers la transformation » vient de paraître aux éditions Cartala. Merci. Merci à vous.